Bonjour, bienvenue dans la série sur le spin. Alors, nous allons terminer maintenant avec les concepts classiques et nous allons parler des rotations. Alors, les rotations, il y en a de deux types. Il y a ce qu'on appelle les rotations orbitales. Par exemple, vous avez le Soleil et vous avez une planète qui est en rotation autour de ce Soleil. Donc tout corps parcourant une orbite, un cercle, une ellipse, un tour, est en rotation dite orbitale, même pour des objets microscopiques. On parle toujours de orbital. L'autre type de rotation, c'est la rotation propre. Donc prenons une boule, comme une toupie, avec un axe. Elle peut être en rotation sur elle-même. Ça, c'est ce que l'on appelle une rotation propre, tournée sur soi-même. C'est les deux types de rotation. Ensuite, on définit le moment angulaire. Alors, qu'est-ce que le moment angulaire? Alors, c'est une quantité, qu'on va noter S, qui est égale à la masse de l'objet qui tourne, fois le rayon, fois sa vitesse. Et c'est un vecteur, c'est-à-dire que on représente ça comme un... donc si l'objet tourne comme ceci, on prend un axe vertical et le moment angulaire est un vecteur qui est orienté selon cet axe vertical et qui dit que l'objet tourne avec une certaine vitesse et un certain rayon autour de cet axe. Et le moment angulaire a la valeur masse, rayon fois vitesse. On parle alors de moment angulaire orbital. Qu'en est-il de la rotation propre? Eh bien, on peut faire exactement la même chose. C'est un peu plus compliqué en général, parce qu'il faut prendre un petit morceau, on fait rayon fois masse fois vitesse par rapport à l'axe de rotation, et on fait le même pour tous les petits morceaux, et on doit faire la somme. C'est compliqué comme calcul en général, mais bon, ça se pratique, on sait calculer les moments angulaires d'objets comme une toupie, par exemple. Le moment angulaire pour un objet en rotation propre est appelé moment angulaire intrinsèque. On aurait pu l'appeler propre, mais on l'appelle moment angulaire intrinsèque. Intrinsèque à l'objet. Alors, le moment angulaire est une grandeur particulièrement importante en physique et pour nous, pour deux raisons. D'abord parce que c'est une quantité conservée. C'est-à-dire que si on prend un ensemble de systèmes, d'objets, etc., tout complet, isolé du reste, on va considérer ce système, alors le moment angulaire total, la somme de tous les vecteurs, est une quantité qui est conservée au cours du temps. C'est une loi de la physique classique, mais qui se retrouve en physique quantique et qu'on peut même démontrer à partir de propriétés géométriques. Je ne vais pas insister là-dessus. Un exemple, c'est celui du patineur. Le patineur qui se lance dans une rotation, les bras écartés, et au moment où il se met à tourner, il rapproche ses bras de son corps pour tourner sur lui-même, et comme il diminue le rayon de la rotation, pour le même moment angulaire, il va avoir une vitesse plus élevée. C'est ce qui explique qu'un patineur, lorsqu'il rapproche ses bras, se met à tourner beaucoup plus vite. C'est le truc, l'astuce des patineurs. La deuxième raison pour laquelle le moment angulaire est une quantité importante pour nous, c'est parce que, en fait, c'est le moment angulaire qui est l'analogue du spin. Le spin étant la version quantique. Et donc, nous y reviendrons assez vite. Un autre point important pour nous, pour nos explications, c'est le cas des particules chargées, ayant une charge électrique.
Lorsqu'une particule chargée ayant une certaine quantité d'énergie, d'électricité, on va dire négative, peu importe, lorsqu'elle tourne comme ceci, sur un cercle, en fait, c'est équivalent à un courant électrique. Un courant électrique, c'est un flux de particules chargées le long d'un conducteur métallique. Donc c'est équivalent à un fil électrique parcouru par un courant. Le courant est par convention dans l'autre sens, peu importe. Dans ce cas-là, on a un champ électrique, mais qui varie, puisque la particule bouge. Et comme je l'ai dit, champ électrique qui varie égale champ magnétique. Les équations de Maxwell permettent de calculer facilement ce cas. On a alors un champ magnétique qui apparaît à travers cette boucle. On prend cette forme-là. Et pour les plus proches, on peut même faire ceci. Comme ceci. Donc, le champ magnétique passe à travers la boucle et il revient après avoir fait lui-même des boucles autour. Si vous vous rappelez l'exemple de l'aimant que j'avais donné, avec le champ magnétique de l'aimant, il est tout à fait analogue. Cette boucle de courant se comporte comme un petit aimant. Et c'est de cette manière que fonctionnent les électroaimants. Les électroaimants sont composés de bobinages dans lesquels on fait passer un courant et alors un fort champ magnétique qui peut servir par exemple à actionner un verrou électromagnétique. De même, si on prend une boule qui est chargée d'électricité négative et qui tourne sur elle-même, alors on va avoir un champ magnétique tout à fait comme ici qui apparaît. Et cette petite boule chargée se comporte alors aussi comme un petit aimant. On caractérise une telle aimantation par ce qu'on appelle le moment magnétique. Peu importe sa définition exacte ou son calcul à partir du champ magnétique, pour nous ici on n'a pas besoin de ces détails de l'électromagnétisme. L'aimantation est reliée au moment angulaire. C'est assez évident parce que plus l'objet va tourner vite, plus le moment angulaire sera fort, plus le courant sera intense et plus le champ magnétique sera fort. Et on calcule que c'est G fois mu fois S. Alors S, c'est le moment angulaire, M le moment magnétique bien sûr, qui se présente aussi comme une flèche, le moment magnétique comme le moment angulaire. Mu, c'est une constante universelle, appelée constante paramagnétique, qui intervient dans les équations de l'électromagnétisme. Et G est une constante qui dépend de la situation. Ça dépend dont les charges électriques sont réparties. Est-ce que c'est une boule pleine de charges? Est-ce que c'est une boule creuse? Est-ce que c'est une poire, un haltère qui tourne sur lui-même? Donc selon la forme, le G peut différer. Pour donner un exemple, si on a une petite boule de densité qui contient une densité de charge constante, donc des charges bien réparties dans la boule, alors on calcule que G est égal à 2. En physique des particules, c'est le cas des particules élémentaires comme l'électron, qui ont ce qu'on appelle un facteur gyromagnétique égal à 2, qui se mesure. Des particules qui ne sont pas élémentaires, mais qui sont composées d'autre chose, comme les protons, les neutrons, sont composées de particules appelées des quarks, dont la structure interne peut être assez complexe. Ça donne un facteur gyromagnétique G qui peut être assez différent de la valeur 2. Voilà. C'est tout pour les concepts classiques. On n'a pas besoin d'en savoir plus. Ça nous suffira pour la suite. Et dans la prochaine vidéo, nous attaquerons les concepts quantiques. Je vous remercie.